Adieu mon passé, ma belle enfance. Adieu souvenir de mon beau pays. Là-bas déjà le printemps recommence. Qu'il est loin le soleil de l'exil. Qu'il est loin le soleil de l'espoir. Mon Dieu, rendez-moi ma tendre enfance, le bord de la mer, mes jardins fleuris. Ici l'hiver déjà recommence. Qu'il est long le chemin de l'oubli. Qu'il est long le chemin de l'amour. J'ai envie d'être heureuse, mais me De 1690 à 1760, les Canadiens, aidés des Autochtones, ont fait près de 150 attaques, escarmouches ou massacres en Nouvelle-Angleterre. Presque toutes les villes, villages et hameaux ont été attaqués. Les Autochtones ont fait plus de 400 captifs ou esclaves. Voici l'histoire de deux de ces captifs, Josiah Rising et Abigail Nims. Deux enfants qui ont été pris dans le plus important de ces raids, celui de Deerfield au Massachusetts, commis le 29 février 1704. Mais ici, la vie recommence. Qu'il est long le chemin de l'exil. Qu'il est long le chemin de l'oubli. Non, non, je change de vie. Je repars à zéro. Je recommence ma vie. 1704. Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil et gouverneur de la Nouvelle-France, ordonne à Jean-Baptiste Hertel de Rouville, 35 ans, d'attaquer et d'incendier le village de Deerfield au Massachusetts. De Rouville sera accompagné par 50 Canadiens venant de Boucherville, Chambly, Montréal et Trois-Rivières, en plus des troupes de la marine et de la milice civile, pour terminer avec 200 Amérindiens de 4 villages différents. Le village le plus représenté était Kanawake près de Montréal, qui a fourni environ 90 guerriers, 60 Abénakis venant d'Odanak près de Sorel-Tracy, 50 de la mission de la montagne à Montréal et 30 étaient des Hurons près de Québec. Voici quelques noms des personnes qui ont participé au massacre. L'enseigne de vaisseau René Boucher de la Perrière, l'enseigne de vaisseau François-Marie Margane de Batilly, Charles Legardeur de Croisille, Pierre Gauthier de Varennes, ont aussi probablement participé au massacre les frères de Jean-Baptiste, soit René Hertel de Chambly, 19 ans, Lambert Hertel, 27 ans, Michel Hertel de Cournoyer, 19 ans, Pierre Hertel de Moncourt, 17 ans. À la mi-février 1704, en plein hiver, tout ce monde se réunit au fort Chambly, en raquette et tirant leur équipement en traîne sauvage, se dirige à Deerfield, Massachusetts, sur une distance d'environ 230 000 ou 340 km. La colonisation du Massachusetts va bon train. Les familles se multiplient et sont de plus en plus avides de terre. Après avoir entièrement occupé la côte atlantique, les colons remontent le cours du fleuve Connecticut et fondent un chapelet de petits villages. Vers 1672, on commence à défricher ce qui va devenir Deerfield. Les premières familles arrivent des villages voisins de Northampton, Hadley, Hatfield.
Il y a entre autres le clan Hinsdale qui nous intéresse. Robert Hinsdale, le père d'Elizabeth, qui a épousé James Rising. 3 de ses fils viennent avec lui ouvrir le village de Deerfield. Barnabas, John et Samuel. Samuel qui va bientôt devenir le père de Mehuman, premier enfant blanc né à Deerfield. Mehuman qui plus tard prendra chez lui le jeune Josiah Rising. Il y a aussi dans le groupe des pionniers de Deerfield quelques jeunes célibataires ambitieux, dont un certain Godfrey Nims. En 1675, il y a environ 200 personnes à Deerfield qui ont défriché, mis des terres en culture, se sont construits des maisons, des bâtiments de ferme, un lieu de culte, des chemins. Un village a pris forme, de style européen. Mais le malheur rôde. Where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word. À Deerfield, on avait raison de s'inquiéter. On s'attendait à un autre massacre car le village avait été attaqué 7 fois auparavant. Deerfield étant situé au nord des États-Unis, en plus d'être très isolé, était un endroit de choix pour une attaque. Les hommes ont fait route vers le sud, sur des rivières et des lacs gelés. Ils ont des raquettes, des traînes pour leurs bagages et des chiens pour tirer leurs traînes. Près de la future ville de Brattleboro, ils laissent les chiens et quelques gardes en prévision du retour. Le reste du chemin, ils le parcourent le plus rapidement possible. La surprise est leur arme la plus puissante. Minuit. Le village est en vue. Les hommes chargent leurs armes, se peignent aux couleurs de la guerre. Ils envoient un éclaireur. La sentinelle s'est endormie. Le village dort. 4 heures du matin, les assaillants avancent. La neige s'est accumulée contre la palissade en d'énormes bancs qui permettent de grimper jusqu'en haut. Une 40aine d'hommes l'escaladent et sautent à l'intérieur de l'enceinte. Ils ouvrent une porte, font entrer les autres. La sentinelle se réveille, tire un coup de fusil pour donner l'alarme, mais trop tard. Les assaillants se divisent en petits groupes et se mettent aussitôt à enfoncer portes et fenêtres. Mon cœur chavire, qu'il est amer, parfois de vivre. Où est mon ami de cœur? Pourquoi ce feu, cette rancœur? Chamaille, chamaille, maudite chamaille, 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 maudite chamaille. Est-il blessé, encore vivant, ou est-il mort dans la bataille? Les yeux crevés, la jambe perdue. Ramenez-le-moi, mon crochu. La ville brûle, mon cœur chavire, qu'il est amer, parfois de vivre. Méchante France, mauvaise Angleterre, maudit vieux pays, toujours en guerre.
Ce sinistre scénario est vécu plus ou moins de la même façon dans les autres maisons du fort. Massacre, surtout des enfants et de ceux qui sont jugés trop frêles pour survivre aux rigueurs du trajet de retour, pillage des provisions, incendie des maisons, massacre des vaches, des moutons, mise à sac de tout ce qui se trouve sur le passage. À 9 heures, les assaillants se retirent, le massacre est terminé. Ils laissent derrière eux 50 morts, dont 15 ont péri dans l'incendie de leur maison. Les autres ont été assommés ou tués à coups de couteau. Il y a aussi un nombre indéterminé de blessés. 112 villageois sont faits captifs. Chez Mehuman Hinsdale, le petit Samuel, 2 ans, a été tué. Mehuman lui-même, sa femme et leur jeune apprenti, Josiah Rising, 10 ans, sont emmenés en captivité. En face, chez Godfrey Nims, c'est l'hécatombe. La maison a brûlé jusqu'à terre et toute la famille a disparu. Le bébé de la famille, Abigail, 4 ans, et sa mère sont parmi les captifs. 112 villageois sont faits captifs et ramenés de force au Canada. À pied, dans le froid et la neige du mois de mars, ils vont parcourir une distance d'environ 500 kilomètres en 3 semaines. Un train d'enfer. Les captifs sont d'abord rassemblés au pied d'une petite montagne de l'autre côté de la rivière Deerfield. Là, les ravisseurs leur donnent des mocassins pour les préparer au voyage. La captivité est l'affaire des Amérindiens. Elle s'inscrit dans la tradition iroquoienne des guerres de deuil. Les Canadiens ne s'en mêlent pas. La tradition veut que le premier guerrier qui, dans le feu de l'action, touche à un captif, en devienne le maître. Tous les captifs de Deerfield ont donc leur maître attitré, et leur survie va dépendre en grande partie du tempérament et de l'humeur du maître sur lequel ils sont tombés. Ils se mettent en route, gravissent la montagne, et au sommet, jettent un dernier regard sur leur village dévasté. Première pause. Les guerriers soignent leurs blessés. Un nourrisson se met à crier. Coup de matraque. L'enfant est tué. Le premier jour, ils font 8 kilomètres. Marcher sur la neige est une expérience nouvelle. On apprend, bon gré mal gré, 2 principes fondamentaux. Il faut marcher à la queue leu-leu pour toujours mettre les pieds dans les traces déjà faites par un autre, et il faut garder une cadence régulière. Les haltes doivent être brèves pour ne pas causer de refroidissement. Le froid est le pire ennemi. À la nuit tombante, on s'arrête pour la nuit. Les Indiens montent des tentes et font des lits de branches d'épinette. Les captifs sont attachés au sol jusqu'au matin. L'un d'eux, un jeune homme, réussit à s'enfuir et rentre chez lui. Les ravisseurs avertissent le groupe que si un autre d'entre eux s'enfuit, ils seront tous brûlés. Le deuxième jour est plus dur. La femme du pasteur John Williams, qui avait accouché 6 semaines plus tôt, a beaucoup de mal à suivre le groupe qui avance à grands pas. En traversant une rivière, elle tombe et est complètement engloutie sous l'eau. Transie, elle ne peut plus avancer, et son maître indien la tue avec sa hachette d'un seul coup. Le 4e jour, on franchit la dernière étape avant la rivière Connecticut,
où sont les provisions. Pressé d'arriver, le groupe avance à grande vitesse. 4 femmes, épuisées, n'arrivent plus à suivre et se font assommer d'un coup sec par leur maître indien. Parmi elles, Mehetabel Smead, la femme de Godfrey Nims, la mère d'Abigail. Après 25 jours de marche, le groupe arrive à Chambly. Accueillis avec beaucoup d'humanité, les captifs sont logés chez des Canadiens et retrouvent pour la première fois depuis le début de leur odyssée un mode de vie à l'européenne. Ils peuvent se laver, changer de vêtements, dormir dans un lit, manger chaud à table avec des ustensiles. Puis ils reprennent la route. Recommence qu'il est long le chemin de l'exil, qu'il est long le chemin de l'oubli. Non, non, je change de vie, je repars à zéro. En quittant Chambly, le groupe se divise. Les captifs qui ont un maître à Benaki s'en vont à Odanak près de Sorel. Ceux qui ont un maître Huron s'en vont au village Huron près de Québec. Abigail Nims s'en va à Montréal à la mission de la montagne. La mission de la montagne est située à Montréal sur la rue Sherbrooke, un peu à l'ouest du chemin de la Côte des Neiges. On peut y voir le mur ainsi que les 2 tours qui ont été restaurées. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Le bon vent, le joli vent, le bon vent, ma vie m'appelle. Le bon vent, le joli vent, le bon vent, ma vie m'attend. Bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir. Moi, je m'ennuie d'une époque au temps de la bonne chanson. Mais la mission est très proche du secteur commercial où se fait la traite des fourrures et où on a facilement accès à de la boisson. En 1694, un Indien qui a trop bu met le feu à sa cabane et tout le village amérindien de la mission de la montagne est embrasé. Les missionnaires décident alors d'éloigner leurs Indiens de la ville et de déménager la mission sur le versant nord de l'île, au Sault aux Récollets, près de la rivière des Prairies. Le déménagement se fait très progressivement, sur une période de 10 ans. En 1704, quand la petite Abigail Nims arrive à la mission, le déménagement est presque terminé. Elle a 4 ans, sa mère a été tuée en route, elle-même a survécu à la marche forcée, sans doute parce que son maître iroquois l'a portée sur ses épaules pendant la plus grande partie du trajet. Maintenant, il l'amène à sa cabane et la confie à Ganastarcy, qui est probablement sa femme ou la mère de sa femme. Cette cabane est celle des chefs du clan de l'ours. Commence alors pour la petite Abigail une longue période de mutation identitaire. Elle va devoir changer de nom, changer de langue, changer de religion, changer de mode de vie et s'intégrer non pas dans une, mais dans 2 nouvelles cultures. Dès le 15 juin 1704, on la baptise pour la faire entrer dans la religion catholique, religion d'État de la Nouvelle-France. Elle reçoit alors le nom de Marie-Élisabeth, en l'honneur de sa marraine, la jeune Marie-Élisabeth Lemoine, fille de Charles, baron de Longueuil. Mais au même moment, cette petite fille dont se préoccupent les seigneurs de l'île et les familles de la petite noblesse canadienne-française est confiée à une famille iroquoise qui lui donne le nom de Toitogouache, qui veut dire « elle puise l'eau », et désigne sa fonction dans la cabane.
la voilà devenue porteuse d'eau. Le jeune Josiah Rising, lui, semble ne pas être passé par la mission de la montagne et avoir été conduit directement au fort Lorette du Sault au Récollet. Nous savons peu de choses sur le fort Lorette, en grande partie parce que c'est là qu'ont été gardés l'essentiel des prisonniers de guerre enlevés en Nouvelle-Angleterre entre 1696 et 1713. On croit qu'après la conquête, les Sulpiciens ont fait disparaître certains documents portant sur les premières années du fort Lorette pour ne pas trop envenimer les rapports avec le conquérant anglais. Pour Josiah, 10 ans, l'adaptation n'a pas dû être facile. Il lui fallait apprendre la langue iroquoise et le français, accepter les rituels et les pratiques de la religion catholique, et s'intégrer le plus rapidement possible à son nouveau mode de vie. Nous ne savons pas exactement comment les choses se sont passées pour lui, mais nous avons le témoignage d'autres garçons de son âge, enlevés à Deerfield en même temps que lui. Stephen Williams, 10 ans, a raconté que les petits Anglais qui avaient été conduits chez les Abénaquis d'Odanak se moquaient de lui quand ils étaient en présence des Indiens et faisaient semblant de ne plus savoir parler l'anglais. Mais il venait lui parler en anglais dès qu'il se retrouvait seul avec lui. Joseph Kellogg, 12 ans, qui a aussi vécu au Sault au Récollet, a raconté que les missionnaires disaient aux enfants de haïr leur père et leur mère, sinon leur âme serait damnée. Il a dit aussi que les Indiens leur interdisaient de parler l'anglais entre eux. Lorsqu'ils parlaient, ils devaient le faire en langue iroquoise. Josiah a dû offrir une certaine résistance, car il n'a été baptisé que le 10 décembre 1706, soit presque 3 ans après son enlèvement. Il reçoit alors le nom d'Ignace, sans doute en l'honneur d'Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus. Son nom de famille est francisé et devient Rézène. Les Iroquois, quant à eux, lui donnent dès le point de départ le nom de Shoentaquani, qui veut dire « il a été enlevé de son village ». Toitogouache et Shoentaquani n'ont pas été adoptés par les familles auxquelles ils ont été confiés. Ils sont restés des captifs de guerre, susceptibles d'être vendus, échangés contre des prisonniers, rançonnés ou remis en liberté pour faciliter des pourparlers de paix. Dans la vie de tous les jours, ils sont devenus des esclaves domestiques. Depuis les années 1650, la possession d'esclaves était devenue un signe de richesse et de prestige pour les familles amérindiennes. Plus elles en avaient, mieux c'était. Les esclaves étaient toujours affectés aux tâches domestiques les plus répétitives et ennuyeuses, ce qui laissait à leur maître la liberté de faire autre chose. La petite Toitogouache, comme son nom l'indique, a été affectée à la tâche d'aller chercher l'eau tous les jours à la rivière. Quant à Shoentaquani, il a dû être envoyé au champ. Il faut comprendre toutefois que dans la société iroquoienne, les travaux des champs sont des activités de femmes. Les captifs anglais étaient aimés parce qu'ils acceptaient de faire les travaux agricoles, mais du même coup, ils étaient déconsidérés, perçus comme des sous-hommes et ostracisés de la société des guerriers des chasseurs. Quand à l'occasion ils accompagnaient les chasseurs, c'était pour se faire confier des tâches de femmes, comme de transporter les ballots ou de ramener le gibier au village. Shoentaquani n'a sûrement pas eu la vie facile, car dans la société iroquoienne, la pression assimilatrice était très forte. Il fallait s'intégrer le plus rapidement et le plus complètement possible, sinon on était en butte au mépris, aux humiliations, aux insultes et aux colibets. Mais à 10-12 ans, un jeune Anglais est déjà trop vieux pour pouvoir s'intégrer complètement à une culture aussi radicalement différente que celle de la société iroquoise. Déchiré, écartelé,
il a dû passer le reste de sa vie à errer entre les fragments de son moi, nommés Josiah, Ignace et Chaude. En 13, la France et l'Angleterre signent le traité d'Utrecht qui met fin à leurs hostilités. Il y a maintenant presque 10 ans que Toitogouache et Choentaquani vivent en captivité. Elle a maintenant 13 ans et lui 19 ans. Ils se sont intégrés dans cette société hybride qu'est la mission du Fort Lorette. Ils ont été scolarisés par les missionnaires sulpiciens et les religieuses de la congrégation Notre-Dame et ont donc appris le français, mais ils parlent aussi couramment la langue iroquoise et se sont adaptés au mode de vie iroquoien. La fin des hostilités en Europe signifie que les captifs de guerre vont enfin pouvoir rentrer chez eux. John Nims, le demi-frère d'Abigail, vient alors en Nouvelle-France offrir une rançon pour sa sœur. Mais elle refuse. J'aimerais mieux n'être qu'une pauvre prisonnière parmi les catholiques que devenir une riche héritière dans une famille protestante. John s'en retourne bredouille. Les missionnaires, émus par cette belle profession de foi, décident d'intervenir et négocient avec le maître iroquois de Toatogouache et obtiennent sa libération. Ils font aussi libérer Choentaquani, que personne en Nouvelle-Angleterre ne semble avoir cherché à rançonner. En 1715, Élisabeth Toatogouache a 15 ans. Elle est libre et en âge de se marier. Ignace Choentaquani a 21 ans. Ils viennent du même village, ils ont connu un destin semblable. On propose de les marier, ils acceptent. Le mariage a lieu le 29 juillet dans la chapelle Notre-Dame de Lorette du Sault-au-Récollet. Ce 29 juillet 1715, j'ai marié Ignace Choentaquani et Élisabeth Toatogouache, tous deux anglais de nation, qui ont bien voulu rester avec les sauvages chrétiens, non seulement renonçant à leur nation, mais encore voulant vivre en sauvage. En présence de J.B. Aroniac, Gabriel Chirchavas, Pierre Irichanas, Alexis Assontentaxi, Ignace Choentaquani, âgé d'environ 23 ou 24 ans, et Élisabeth Toatogouache, environ 15 ans. Tous les deux ont été pris à Deerfield il y a environ 13 ans. M. Carey, prêtre. Étant libre de disposer d'eux-mêmes, le jeune couple aurait pu décider de s'établir sur une concession, comme l'ont fait d'autres captifs, ayant choisi de rester en Nouvelle-France pour y faire leur vie. Mathias Farnsworth, par exemple, dont le nom s'est transformé pour devenir Faneuf, avait été enlevé à Groton, au Massachusetts, en août 1704, et a fini par s'établir sur une terre à Rivière-des-Prairies. Mais Ignace et Élisabeth choisissent plutôt de rester à la mission et de continuer de vivre en sauvage avec les Amérindiens qui les ont élevés. Un certain mystère plane sur les premières années de mariage d'Ignace et Élisabeth Rézenne. Ici aussi, il y a tout lieu de croire que les Sulpiciens ont fait disparaître des documents, car cette période de rapport étroit avec les Amérindiens, qui a donné lieu à un profond métissage tant génétique que culturel, a dû être occultée à partir des années 1850 en raison de la politique adoptée par le Canada qui visait l'élimination des Amérindiens et des Métis par assimilation et intégration complète à la population d'origine européenne. Pour conserver aux Canadiens français leurs droits civils,
Le clergé a cru bon de faire disparaître de nombreuses traces de métissage et les historiens nous ont réinventé des origines purement européennes. 1717, Louis XV, roi de France, âgé de 7 ans, donne au prêtre sulpicien la seigneurie du lac des Deux-Montagnes. 1721, c'est le grand déménagement. La mission quitte le Sault-Récollet et part s'établir sur les rives du lac des Deux-Montagnes. Le déménagement a lieu l'hiver. En février, comme on peut se déplacer plus facilement sur les eaux gelées de la rivière des Prairies, les missionnaires et toute la population amérindienne du Fort Lorette se mettent en route. Ils sont chaussés de raquettes ou tirés sur des toboggans. Ils emportent avec eux toutes leurs possessions. Même la petite chapelle de bois de la mission est démontée et traînée sur la glace en pièces détachées. Arrivé à l'extrémité ouest de l'île de Montréal, le cortège prend vers le nord et chemine vers sa destination finale, la rive nord-ouest du lac, où se trouve la seigneurie du lac des Deux-Montagnes. La seigneurie du lac des Deux-Montagnes est un immense domaine dont les limites vont de l'actuel Saint-Eustache à l'est jusqu'à l'actuel Saint-André d'Argenteuil à l'ouest et des rives du lac au sud jusqu'à Saint-Colomban au nord, soit aussi que Saint-Jérôme, mais plus à l'ouest. L'installation de la nouvelle mission se fait progressivement. On s'implante d'abord dans la petite baie à l'ouest de la rivière aux Serpents, puis du lieu où s'écoule le ruisseau de la Coulée, qui porte aujourd'hui le nom de ruisseau Résine. Mais on s'aperçoit bientôt qu'il vaut mieux se rapprocher de la pointe, et c'est là que vers 1760, on entreprend de construire une église de pierre, une résidence pour les missionnaires et une habitation pour les employés. Les Amérindiens de la mission se regroupent de part et d'autre de l'Église, chaque nation ayant ses quartiers bien à elle. À l'est, les Algonquins et les Nipissing, et à l'ouest, les Hurons et les Iroquois. Quant à la famille Résine, son statut hybride, ni tout à fait européen, ni tout à fait amérindien, lui vaut de disposer de ses propres quartiers. Le missionnaire leur accorde en effet un grand domaine à une demi-lieue au nord du village où Ignace, Élisabeth et leurs enfants vont pouvoir s'établir. Ignace entreprend alors de construire une maison de bois équarri, pièce sur pièce, pour y loger sa famille. Quand Élisabeth Touatou-Gouache arrive à Oka, elle est âgée de seulement 21 ans et a déjà 4 enfants. Elle en aura 4 autres qui seront tous nés dans la petite maison. Nous savons qu'Élisabeth Touatou-Gouache est décédée le 3 janvier 1747 dans la petite maison qu'elle avait bâtie avec son mari Ignace. Elle n'avait pas encore 47 ans. On ne sait pas où elle fut mise en terre, mais nous savons qu'en 1747, on n'enterrait pas en hiver. Pour ce qui est d'Ignace Chuntakwani, après le décès d'Élisabeth, il ne s'est jamais remarié. Il est décédé le 3 décembre 1771 à l'âge de 77 ans. Il fut enterré dans la chapelle d'Oka. Cette chapelle n'existe plus et nous ne savons pas où se trouve sa dépouille. Ignace, Élisabeth, ainsi que leurs 8 enfants, vivront dans cette petite maison isolée à 2 kilomètres du village d'Oka. Regardons leurs principaux descendants. Anastasie Charlotte épouse en première noce Jean-Baptiste Sabourin et en deuxième noce Pierre Castonguay. Suzanne épouse Joseph Julien Chénier.
Catherine épouse Jean-Baptiste Séguin. Marie-Anne épouse Louis, le frère de Jean-Baptiste Séguin. Ils auront 16 enfants. Madeleine et Marie deviendront religieuses. Le dernier enfant d'Ignace Chouantakwani et Élisabeth Toatogouache, Jean-Baptiste Jérôme, né en 1742. C'est lui qui perpétuera le nom des Rézènes. Il épouse le 15 février 1762 à Oka, Marie-Charlotte Sabourin. La mère de Charlotte, Sarah Hanson, était elle aussi une captive, mais d'un autre massacre survenu à Knox March, comté de Dover, au New Hampshire. Ils auront 10 enfants, dont Ignace, qui épouse Claire Guindon Satewas. On connaît peu de choses sur Claire Guindon Satewas. Satewas en indien veut dire « comme nous autres ». On présume qu'elle a été élevée par les Indiens ou encore faite captive lors d'un massacre. Ignace Rézène, on sait qu'il était lieutenant-colonel à la tête d'un bataillon dans la milice canadienne. Il refuse de lire une proclamation du gouverneur général anglais Gosford qui condamne le soulèvement et la rébellion. Il remet alors sa commission d'officier, devient patriote et ami de Louis-Joseph Papineau. Ignace avait un caractère bouillant. Il a même quitté une assemblée des patriotes parce qu'il n'avait pas été élu président. Comme il était un patriote flamboyant, on peut se demander si Colborne, par vengeance, n'a pas fait un détour pour aller brûler sa maison. Saint-Benoît est quand même à plusieurs kilomètres de Saint-Eustache. Après Ignace, il y aura 4 autres générations à habiter la maison Rézène. Clette et son épouse Sophie-Rose Gauthier, Jean-Baptiste né vers 1850 et son épouse Mélanie Mallette. Vers les années 1870, Jean-Baptiste et Mélanie auront vu les prêtres sulpiciens interdire aux gens de couper du bois, même pour se chauffer. Avis important. Défense rigoureuse est par la présente faite aux Iroquois, Algonquins, Canadiens et autres personnes de quelque origine que ce soit de couper du bois de chauffage, du bois pour faire des cercles ou toute autre espèce de bois sur le domaine du lac des Deux-Montagnes appartenant à messieurs les ecclésiastiques du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, sous peine de confiscation du bois coupé et poursuite judiciaire contre ceux qui le couperaient, le charroyeraient, le vendraient ou l'achèteraient. Jean-Baptiste et Mélanie auront 4 enfants, dont Rising Rézène et sa sœur Wilhelmine, qui sera la dernière à occuper la maison avant d'en être expulsée par les prêtres sulpiciens. On n'avait plus besoin des Rézènes, mais de leur domaine. Revenons à Rising Rézène et sa sœur Wilhelmine. Elle parlait très bien iroquois. En 1953, après le décès de Rising, c'est sa sœur Wilhelmine qui devient héritière du domaine Rézène. Comme elle pensait en être propriétaire, elle vend le domaine de 160 arpents au village d'Oka. Il faut dire que depuis 232 ans, les Rézènes avaient défriché la terre, bâti une maison et payé les taxes. Erreur! Les prêtres sulpiciens se mettent en poste d'autorité et bloquent la vente en se déclarant propriétaires du domaine Rézène. Il faut dire que nous sommes en 1953 et que la toute-puissante Église catholique a tous les droits. Les prêtres sulpiciens vont à la Cour supérieure, obtiennent un jugement, avec l'aide du juge Bernard Bourgeois, saisissent la propriété des Rézènes au complet. Voici quelques extraits du jugement numéro 61-063. La Cour, après avoir étudié les représentations écrites des savants procureurs, juge que les demandeurs, c'est-à-dire les prêtres sulpiciens, ont toujours été et sont les seuls véritables propriétaires de l'immeuble. Ordre est donné à la défendresse, Dame Wilhelmine Rézène, veuve non remariée d'Adélard Lacroix, de déguerpir du dit immeuble et d'en laisser aux demandeurs, c'est-à-dire les prêtres sulpiciens,
la possession libre et complète sans aucune obstruction et sans aucun empêchement de quelque nature que ce soit dans les 15 jours de la signification du présent jugement. On peut remarquer quelques mots importants dans le dernier paragraphe. Déguerpir est dans les 15 jours, c'est-à-dire, après avoir habité la maison Resen durant 232 ans, ils ont 15 jours pour déguerpir. Naturellement, les Sulpiciens ont gagné leur procès et ont repris la maison. Wilhelmine, qui était née et avait demeuré toute sa vie dans la maison paternelle, fut finalement chassée par les prêtres sulpiciens. Par le fait même, elle perdit le profit de la vente de sa maison et s'exila dans un appartement à loyer dans le village d'Oka. Le domaine Resen a été abandonné pendant 20 ans. En 1973, les Sulpiciens vendent la maison à M. Marc Bérubé. Celui-ci, au lieu de la démolir, étant donné qu'elle était dans un état lamentable, décide de la restaurer. Il la vend à M. Yvon Beaupré, qui continue à l'embellir. Avant de parler de tourisme à la maison Resen d'Oka, il est bon de dire qu'à Deerfield, Massachusetts, les politiciens ont érigé plusieurs maisons d'époque ainsi que des monuments pour commémorer le massacre. La maison Resen d'Oka est totalement méconnue des Québécois. Pourtant, chaque année depuis 1886, plusieurs Américains font un pèlerinage et viennent frapper à la porte de la petite maison, parler à l'occupant afin d'en savoir plus sur l'étonnante odyssée de la maison, de la famille, depuis Josiah Rising et Abigail Nims. Voici quelques touristes que nous avons répertoriés au cours des années. Alice Baker. Elle a été la première touriste à venir visiter la maison en 1886. Alice est partie de Deerfield, Massachusetts, en diligence, en train et enfin en bateau jusqu'à Oka. Elle a même écrit un livre sur le sujet, True Stories of New England Captives Carried to Canada During the Old French and Indian War, où elle décrit son voyage et sa journée à Oka. À son retour à Deerfield, Massachusetts, en 1889, Alice apporta avec elle une épinette qu'elle avait prise près de la maison de Josiah et Abigail. L'arbre a été planté près du musée Memorial Hall en commémoration du massacre et des captifs. L'épinette est demeurée sur le site jusqu'en 1999, où elle fut détruite par une tempête. Cette photo fut prise par Frédéric Nims en 1908. Regardons un bref extrait avec M. Yvon Beaupré lors de l'émission Passion Maison avec Alain Choquette. Est-ce qu'il y a des descendants américains qui sont venus vous voir, vous rencontrer? En 2003, ils sont venus fêter le 300e anniversaire du raid des Français, puis des Canadiens, puis des... À Deerfield? À Deerfield. Et puis, ils sont venus fêter le 300e anniversaire. Et puis, à fin août, cette année, ils reviennent, sont 40 personnes de Deerfield, voir la maison. À août 2004, Mme Rosemary Bellil et la Société d'histoire d'Oka obtiennent de la Commission de toponymie du Québec l'autorisation de changer le nom de Ruisseau de la Coulée pour celui de Ruisseau Resen. Pour cet événement, plusieurs Américains sont venus de Deerfield pour commémorer le 300e anniversaire du massacre. Pour terminer ce documentaire, regardons quelques photos de cet événement. Recommence, qu'il est loin le soleil de l'exil, qu'il est loin le soleil de l'espoir. Mon Dieu, rendez-moi ma tendre enfance, le bord de la mer
les jardins fleuris, ici l'hiver déjà recommence, qu'il est long le chemin de l'oubli, qu'il est long le chemin de l'amour. J'ai envie d'être heureuse, mais me voilà amère. Mon Dieu, rendez-moi les parfums de la mer. Je désespère de vivre dans ce pays trop grand. Mon Dieu, rendez-moi le bonheur de l'enfant. Mon Dieu, ramenez-moi les joies du dimanche. Laissez-moi rêver jusqu'à la fin avril. En mai ici, la vie recommence. Qu'il est long le chemin de l'exil, qu'il est long le chemin de l'oubli. Non, non, je change de vie. Je